Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Vermès, directeur général de Financière Mescar. Bienvenue dans la première matinale de l'année. Nous sommes ravis de vous retrouver si nombreux dans cette webconférence. Tout d'abord, au nom des équipes du groupe Mescar, je vous présente nos meilleurs vœux pour l'année 2023 qui s'ouvre. Une bonne santé et beaucoup de réussite dans vos projets, en vous souhaitant en particulier une année d'investissement plus sereine que celle que nous avons traversée en 2022. En effet, comme on le verra, Damien nous en parlera dans un instant, 2022 va rester dans les mémoires comme une année de baisse historique des marchés, à la fois sur le marché des actions, mais aussi et surtout sur le marché obligataire qui a beaucoup souffert. Crise énergétique, inflation, durcissement de la politique des banques centrales ont rythmé cette année qui a été éprouvante pour les investisseurs. Alors, comment envisager 2023? Quelle classe d'actifs privilégier? Damien Charlet, qui dirige nos activités de gestion sous mandat, va présenter notre analyse de la situation économique et des marchés et vous livrer nos principales convictions d'investissement pour les prochains mois. Ensuite, nous avons choisi de mettre en lumière une solution d'investissement qui nous semble offrir une réelle opportunité dans ce nouveau paradigme de marché que sont les produits structurés. Et donc, c'est Guillaume Garabédian qui dirige les activités de gestion conseillée et de produits structurés qui va nous expliquer en quoi ces solutions ont plus que jamais leur place dans une allocation d'actifs. Je vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation sur le bandeau qui s'affiche à droite de votre écran et nous réserverons un temps pour y répondre en fin de présentation. Et je vous précise également qu'une rediffusion sur notre chaîne YouTube vous permettra de revoir cette présentation ou de la partager. Et donc, sans plus tarder, Damien, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver après notre dernier point qui datait de la fin du mois de septembre pour voir en quoi le scénario a évolué, sachant que, pour mémoire, fin septembre, l'idée, c'était de dire que malgré des perspectives pour beaucoup d'investisseurs très négatives en ce qui concernait l'inflation, notre opinion, c'était qu'on pouvait avoir un certain nombre de bonnes surprises sur l'inflation et que potentiellement, cette inflation commencerait à baisser plus rapidement que certains l'anticipent et que ce serait un moteur pour les marchés financiers. Et effectivement, c'est un scénario qui pour l'instant, est en bonne voie et on va essayer de vous montrer et de vous illustrer par quelques données comment ça se présente. Alors, évidemment, on n'y coupe pas, il faut faire un bilan malgré tout de l'année 2022. Année 2022 qui, comme vous le savez, a été très compliquée pour toutes les classes d'actifs. Aussi bien pour les actions, alors ça, j'allais dire, ça arrive, on a déjà eu des années un peu négatives sur les marchés actions, mais ce qui est une grande première et qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps, c'est qu'on a eu à la fois une baisse des marchés actions significative, avec des chutes des indices qui allaient jusqu'à 35% pratiquement pour le Nasdaq, en passant par moins 19 pour le S&P, et puis le meilleur marché, c'était le marché européen, qui a baissé entre guillemets, de 12%. Mais parallèlement à ces baisses de marché actions, on a eu aussi des baisses des marchés obligataires qui étaient très sensibles, puisqu'on est en baisse de 11 à 14% sur les marchés obligataires l'année dernière. La seule classe d'actifs qui nous permettait de voir du vert, c'était les matières premières, qui, comme vous le voyez, dans l'ensemble, ont progressé de 14%. Alors, le sujet central, évidemment, qui était le même qu'au mois de septembre, ça reste le sujet de l'inflation. Alors, ce qui a évidemment beaucoup bougé par rapport au mois de septembre, c'est que ça y est, dans la plupart des zones géographiques, on commence à constater un retournement, enfin une stabilisation ou un retournement de l'inflation. Alors, en zone euro, vous le voyez, on a un retournement, mais qui en est à ses prémices. On est passé de 10,5 au plus haut à 9% d'inflation, donc on est toujours sur des niveaux qui sont très élevés, trop élevés. Et aux États-Unis, on a un retournement qui est beaucoup plus franc, puisqu'on est passé de 9% au plus haut à la fin de 2022 à 6,5 aujourd'hui. Alors, une remarque, c'est que d'abord, vous constatez que l'inflation, elle a commencé avant la crise ukrainienne. Donc, l'inflation, c'est bien une conséquence de la crise du Covid et de la fermeture de capacités. Et au moment de la réouverture des économies, une envolée de la demande. Donc, l'inflation, la base, c'est que c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, donc, effectivement, il y a encore un fort déséquilibre entre la demande et l'offre, avec une différence, c'est qu'en Europe, cette inflation, elle est liée à un déficit d'offre. Aux États-Unis, l'inflation, elle est liée à une forte demande. Alors, le seul moyen
que les instances dirigeantes connaissent pour lutter contre l'inflation, c'est la hausse des taux. Parce qu'évidemment, la hausse des taux rend l'argent plus cher pour les entreprises, pour les particuliers, et donc, normalement, ça doit faire baisser la demande. Alors, la particularité de la phase de hausse de taux que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'elle est particulièrement violente. Alors, comme vous voyez sur le graphique de gauche, des périodes de hausse des taux, on en a déjà eu un certain nombre, hein, puisque on en a eu en 83, en 88, en 1994, 99, 2004, 2015. Donc, vous voyez un certain nombre de périodes de hausse de taux, et avec, par exemple, en 2004, des hausses de taux qui ont atteint 4%. La particularité, vous voyez sur la courbe rouge, c'est qu'on a des hausses de taux qui atteignent pratiquement 4% sur les 8 derniers mois. Donc, c'est une hausse de taux qui est forte, mais c'est surtout une hausse de taux qui se fait sur une période très, très courte. Le marché anticipe encore aujourd'hui, d'ailleurs, que les banquiers centraux qui sont à la manette sur les hausses de taux continueront à monter les taux au moins pendant 3 mois. Hein. Donc, le taux que devrait atteindre la Banque centrale américaine, et ce sont les prévisions actuelles du marché, c'est un peu plus de 5% sur ces taux directeurs. Et en Europe, on a évidemment le même phénomène. Alors, vous voyez sur le graphique de gauche qu'on a une hausse de taux qui est particulièrement violente. Et l'idée, c'est que ces taux devraient atteindre 3,5% potentiellement à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre de 2023. Et je vous rappelle qu'il y a un an, les taux européens étaient à zéro. Hein. Donc, vous voyez que ça fait un choc particulièrement violent sur l'économie. Alors, ce choc, et jusqu'à présent, j'allais dire heureusement, la logique est un peu respectée. La hausse des taux est faite pour ralentir l'économie et on le retrouve dans les perspectives de croissance et après dans les perspectives d'inflation en ce qui concerne l'économie européenne ou l'économie américaine. Donc, vous voyez dans les cadres rouges sur le graphique de gauche, les prévisions de croissance de PIB pour 2023 et 2024 par la suite. On constate qu'on est sur une prévision de légère récession en zone euro et une perspective de légère croissance aux États-Unis. Donc, pour l'instant, il faut quand même souligner le fait que malgré des hausses de taux très, 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 très fortes, mais finalement, les économies résistent très, très bien. Hein, et c'est un peu ce qu'on prévoyait à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire qu'on le verra par la suite, les marchés, les économies souffrent évidemment de la hausse de taux, mais elles ont des fondamentaux qui sont extrêmement sains, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des consommateurs, ce qui permet aux récessions potentielles pour l'instant d'être extrêmement faibles. La deuxième chose, c'est que sur le graphique de droite, vous voyez que les prévisions de baisse de l'inflation, pour l'instant, restent relativement modérées, hein, puisqu'on passe en 2023 pour la zone euro de 8,5% d'inflation en 2022 à 6% en 2023, et de 8 aux États-Unis à 4 en 2023. Alors, un élément important, c'est que ces chiffres sont des chiffres moyens. Par exemple, en zone euro, on est à 6%. Mais la séquence, et c'est ce qui est très important, on le verra par la suite pour les marchés financiers, c'est que les 6% ou les 4% que l'on va atteindre en 2023 sur l'inflation vont sans doute être, si on prend l'exemple de la zone euro, un mois de janvier avec une inflation aux alentours de 9%, 8,5-9%, qui va baisser graduellement mois après mois pour peut-être atteindre à la fin de l'année 2023, on va dire autour de 3% ou un peu plus de 3%, ce qui donnera une moyenne sur l'année de 6%. Alors évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, la visibilité sur le sujet de l'inflation demeure très réduite. Hein. Les gouvernements et les banques centrales se sont bien trompés par le passé et les marchés financiers se sont également trompés sur, le niveau qu'ont atteint l'inflation et deux, la durée qu'aurait cette pression inflationniste. Donc aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une idée vraiment précise du point d'atterrissage de l'inflation, mais ce qui est important et ce qui est primordial, c'est de voir que l'inflation baisse mois après mois, et ça reste notre scénario, et ça correspond au scénario de fin septembre, mais ça reste aujourd'hui notre scénario.
Alors, pour juste illustrer un peu le ralentissement qu'on commence à voir sur les différentes zones économiques, si on prend d'abord la zone euro, vous voyez que sur les indicateurs avancés, en l'occurrence le PMI, qui est le principal indicateur avancé que les économistes regardent, bon, on voit que depuis 6 mois déjà, ce PMI est en dessous de 50, 50 étant le point de séparation entre la croissance et le ralentissement de la croissance. Donc, ce PMI en zone euro est inférieur à 50 déjà depuis 6 mois et non pas depuis 3 mois comme c'est indiqué par erreur dans le titre du graphique. C'est bien depuis 6 mois. Donc, on a clairement un ralentissement de la croissance économique en zone euro. Ce ralentissement, il ne nous inquiète pas pour une raison principale, c'est que le marché de l'emploi reste extrêmement solide. Et vous voyez sur le graphique de droite que le taux de chômage en zone euro est au plus bas de ces 20 dernières années et que les prévisions sont que ce taux de chômage, a priori, augmentera assez peu malgré les hausses de taux récentes des banques centrales. Donc, le consommateur devrait rester en position assez confortable, hein, puisque évidemment, on sait qu'il y a une très très forte corrélation entre le taux de chômage, la confiance des consommateurs et la consommation finale, sachant que la consommation dans les pays occidentaux a un impact direct et indirect sur pratiquement 80% du PIB. Donc évidemment, la consommation est vraiment l'élément central que tout le monde regarde. Alors, un petit élément qui est relativement récent, mais là aussi, qui explique aussi pourquoi les marchés financiers tiennent aussi bien depuis le début de l'année, c'est qu'on commence clairement à avoir un changement de psychologie de la part des marchés et de la part même des gouvernants sur les perspectives de croissance. On a eu par exemple la semaine dernière le chancelier allemand Olaf Scholz qui a déclaré qu'il était persuadé que son pays éviterait la récession en 2023, alors que jusqu'à très récemment, l'Allemagne était supposée être pratiquement la seule zone à être en récession toute l'année, c'est-à-dire tous les trimestres, en 2023. Donc, il y a clairement un changement de psychologie sur l'économie. Et on a eu même Madame Lagarde qui elle aussi, a confirmé le 19 janvier que les tendances économiques étaient meilleures maintenant qu'à fin 2022. Alors, bon, ça reste très, très préliminaire, mais en tout cas, on voit que l'économie résiste extrêmement bien. Elle résiste extrêmement bien. On a souhaité souligner un point, c'est qu'évidemment, la baisse du prix du gaz n'y est pas pour rien dans la bonne tenue des marchés et des économies européennes. Bon, vous voyez que le prix du gaz, qui a été très, très volatile aujourd'hui, est à 60 €. Et donc, il est à un prix inférieur à la crise ukrainienne, ce qui peut paraître assez étonnant. Ce qui fait que, à la fois grâce au climat et à l'adaptation des agents économiques, les niveaux de stock sont très élevés, ce qui est une bonne chose en prévision d'une éventuelle crise énergétique qui, pour l'instant, est totalement sortie du scénario de tous les investisseurs. C'est-à-dire qu'en 2023, on considère qu'il n'y a plus de risque de crise énergétique. Et le deuxième élément important, c'est que on a vu la capacité d'adaptation, une fois de plus, des pays par rapport à certaines crises. Et là, on a pris l'exemple de l'Allemagne, hein, et vous voyez que la courbe bleue, c'est la consommation de gaz de la part de l'Allemagne. La consommation de gaz a fortement baissé ces derniers mois, alors que la production industrielle est restée stable. Et ça montre que les pays, quand il y a des problématiques importantes, ils réussissent à s'adapter. Et ça, c'est un élément qui, une fois de plus, est très rassurant. Maintenant, si on passe sur les États-Unis, alors les États-Unis, on sait que l'économie résiste très bien, mais là aussi, on constate quand même pas mal d'éléments qui montrent qu'il y a un ralentissement économique. Hein. L'ISM, qui est là aussi le principal indicateur avancé en ce qui concerne les États-Unis, montre un net ralentissement. Donc, les États-Unis n'y couperont pas non plus. Il y aura un ralentissement économique, surtout que ces derniers mois, la solidité de la croissance a été assurée notamment là aussi par le consommateur. Et si vous regardez le graphique de droite en bleu, qui est un petit peu plus compliqué, l'important à retenir de ce graphique, c'est que en bleu ciel, vous avez le surplus d'épargne des ménages américains. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 1 an et demi, ce surplus d'épargne s'est très, très nettement réduit. Et en fait, les consommateurs américains ont beaucoup consommé depuis 1 an. Ça a soutenu l'économie. Aujourd'hui, le surplus d'épargne commence à être bien moins élevé. Et donc, on a vraiment un risque que le consommateur commence
à modifier un peu son comportement et que ça pèse sur l'économie. Bon, on a tout un tas d'indicateurs qui montrent que l'économie est en train de ralentir. On a choisi de vous montrer aussi celui des heures travaillées dans l'industrie, où on voit que les heures travaillées commencent à se réduire, c'est-à-dire que l'utilisation des capacités est en train de baisser. Et historiquement, quand les heures travaillées baissent, et quand elles baissent fortement, c'est souvent un indicateur avancé d'une éventuelle récession, ce qui est ici illustré par des barres grises. Donc, on n'en est pas encore là, mais il faut être attentif à cet élément-là. Le ralentissement arrive. Ce ne sera pas forcément une récession, mais en tout cas, pour l'instant, il y a clairement un ralentissement. Enfin, sur la Chine, bon, la Chine est un cas très particulier, puisque vous le savez que la Chine a provoqué elle-même ses difficultés depuis 2 ans à cause de décisions politiques et à cause notamment de sa décision d'appliquer une politique sanitaire zéro Covid. Alors, au grand étonnement de tout le monde, cette politique zéro Covid a été abandonnée de manière brutale il y a quelques semaines. Clairement, c'est une bonne nouvelle, évidemment, qu'ils abandonnent leur politique zéro Covid. Ils traversent une période difficile parce que là, on a eu un pic de contamination. Alors, le gouvernement chinois dit que 80% de la population a d'ores et déjà été contaminée. Ça paraît beaucoup, ça paraît très rapide, mais bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de contamination, ça c'est certain. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pensons que d'ici un mois, l'économie chinoise repartira de l'avant parce qu'on commence à le voir dans les indicateurs de transport en commun, d'activité économique. Les Chinois ressortent, ils repartent travailler. Et donc, on a toutes les chances de voir l'économie chinoise rebondir très fortement, sachant qu'on ne vous l'a pas illustré ici, mais depuis un an, et c'est un peu le même phénomène qu'aux États-Unis, l'épargne accumulée par les Chinois est gigantesque. L'épargne sur un an a augmenté de 50% et représente 14% du PIB, alors que normalement, ça représente à peu près 10%. Donc, ça veut dire que potentiellement, les Chinois, non seulement ils vont sortir, mais ils vont sortir pour consommer. Et donc, on pourrait avoir un très net rebond de l'activité chinoise à partir on va dire, de la deuxième moitié du premier trimestre et sur le reste de l'année. Et ça, clairement, ce sera un moteur de croissance pour le reste de l'économie. Donc, on est dans un contexte donc, où les économies ralentissent, mais avec malgré tout des éléments de rappel qui sont assez importants. Donc, oui, ralentissement, inquiétude particulière sur le scénario économique, pas vraiment. Et parallèlement à ça, comme on l'avait déjà souligné au mois de septembre, on a clairement les moteurs d'inflation qui continuent de s'essouffler. Alors évidemment, on a les matières premières énergétiques qui sont en très nette baisse. Vous voyez que le pétrole est passé de $120 à... alors il est bien remonté ces derniers jours, donc on est à $85. Mais le gaz est passé de pratiquement 300 à 63. Donc on a des matières premières énergétiques qui sont en très nette baisse, on a des prix d'électricité qui sont en très nette baisse. On a pris ici l'exemple de l'Allemagne, mais c'est le cas aussi en France. Les prix à la production aux US et en zone euro sont là aussi en très forte baisse. Et évidemment, vous imaginez bien que les prix à la production sont un prémisse ou sont un indicateur avancé de la baisse des prix auprès du consommateur, sachant qu'il y a toujours au moins 9 mois de décalage entre les prix à la production et les prix que vous verrez effectivement, vous, en tant que consommateur, auprès des distributeurs. Les prix des services baissent également. Là, on a pris les prix de la logistique, par exemple, le prix des conteneurs, qui est revenu au tarif pré-Covid, même pas pré-ukrainien, mais pré-Covid. Donc, les prix ont baissé de 70%. Donc, on continue d'avoir des moteurs de désinflation qui sont très, très forts. Et évidemment, on le mentionne à chaque fois, mais c'est quand même un élément, j'allais dire bête et méchant, mais qui peut être très violent. Ce sont les bases de comparaison. Vous savez que l'inflation se calcule d'une année sur l'autre. Si vous regardez le prix du pétrole à fin mars, à $85, le pétrole sera en baisse de 21% sur un an. Donc, ça sera un élément déflationniste. Et pour le gaz, à fin mars, si on reste au prix actuel, on sera en baisse de 35%. Donc, au début de la présentation, on vous disait que nous, notre scénario, c'était que l'inflation allait baisser mois après mois. Quand on voit les différents éléments qu'on vient de souligner, ça paraît naturel d'avoir une inflation qui va baisser potentiellement assez fortement dans les prochains mois. Et qui dit inflation qui baisse,
dit baisse de la pression sur les banques centrales. Alors, historiquement, là, on vous a mis c'est un graphique qu'on trouve assez intéressant et qui représente les durées entre la dernière hausse de taux de la part de la Banque centrale américaine et la première baisse de taux. Alors, ça remonte aux années 70 et ce qu'on voit, c'est que historiquement, entre la dernière hausse de taux et la première baisse de taux de la part de la Banque centrale américaine, globalement, vous avez à peu près 6 mois. Hein. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les investisseurs sont finalement peut-être un peu trop optimistes et un peu plus optimistes que les banques centrales. C'est que sans doute, ils regardent, comme nous le faisons, ces graphiques-là, et ils se disent que si les banques centrales américaines arrêtent de monter les taux au mois de mars, potentiellement, elles recommenceront à baisser les taux à partir de la fin d'année 2023. Et les baisses de taux, évidemment, sont très favorables au marché financier et sont également favorables à l'économie. Hein. Qui dit baisse de taux dit normalement relance économique. Bon, sur l'Europe, on vous a mis le même graphique, mais évidemment, on a un peu moins de recul puisque l'euro date de l'an 2000. Mais l'idée est la même. Bon, en synthèse, ça nous donne un scénario macro qui finalement un petit peu prudent parce que les économies sont en ralentissement, mais finalement pas sans stress particulier. C'est-à-dire que oui, les économies sont en train de ralentir. Ça nous paraîtrait assez naturel que les États-Unis comme l'Europe subissent une récession à un moment ou à un autre en 2023. Mais ça sera une récession qui sera limitée par la vigueur du marché de l'emploi et par la bonne santé des entreprises qui aujourd'hui ont renégocié leurs dettes. Donc, elles souffrent un peu de la hausse des taux, mais malgré tout, comme elles ont rallongé leurs dettes, elles n'ont pas besoin de se refinancer tout de suite. Donc, elles peuvent tenir pendant quelques mois, pendant quelques trimestres, voire quelques années avant de commencer à vraiment souffrir de la hausse de taux. Le deuxième élément important, c'est que les plus hauts sur l'inflation, a priori, ont été dépassés. Hein, donc, on est sur une tendance baissière. Et comme je l'ai évoqué, ça sera une bonne nouvelle pour notamment les politiques des banques centrales. Et puis pour le consommateur d'une manière générale, hein, puisque les prix d'énergie, des biens et des services commencent à baisser. Alors, le scénario optimiste, ce serait une baisse de l'inflation suffisamment rapide pour permettre aux banques centrales de relancer l'économie dès la fin de 2023, mais ça, c'est un peu le scénario optimiste. Le scénario pessimiste, ça serait que l'inflation soit plus résistante qu'anticipée, et une des raisons potentielles à ce scénario, ça serait ce qu'on a évoqué sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire que les marchés de l'emploi, c'est bien, ils restent très tendus, mais l'inconvénient, c'est que si l'inflation ne baisse pas suffisamment vite, on a toujours le risque qu'un marché de l'emploi trop tendu résulte en une inflation durable qui serait liée à des hausses de salaire. Si l'inflation baisse vite, normalement, les hausses de salaire qu'on est en train de percevoir un peu partout, potentiellement, ces fortes hausses de salaire, elles auront lieu en 2023, mais en 2024, elles commenceront à baisser parallèlement à la baisse de l'inflation. Donc, voilà, ça, c'est l'élément d'attention, c'est le niveau d'augmentation des salaires. Si on passe maintenant sur les marchés financiers, alors sur les marchés obligataires, évidemment, on a eu une très mauvaise année 2022, et les deux responsables, c'est vous savez que les marchés obligataires, la règle générale, c'est que quand les taux montent, on va plutôt prendre ce qui s'est produit sur les 10 dernières années, c'est-à-dire quand les taux baissent, c'est favorable aux marchés obligataires puisque la valeur des obligations monte, et quand les taux montent, évidemment, on a l'effet inverse, on a les prix des obligations qui baissent. Alors, l'année dernière, on a les taux qui ont très nettement monté. Alors, d'abord, les taux d'État, qui sont les taux de référence considérés comme les taux sans risque. Donc là, on a pris les taux allemands qui sont j'allais dire, les talons or de la zone euro. Et vous voyez qu'on est passé de moins 0,5 à 2. Donc évidemment, très gros impact sur la valeur des obligations puisque les taux sans risque ont très nettement augmenté. Et le deuxième constituant de la performance des obligations, ce sont ce qu'on appelle, les spécialistes appellent ça le spread obligataire, mais en fait, c'est la prime de risque qui est exigée par les investisseurs pour prêter de l'argent à des émetteurs privés, donc à des entreprises.
Bon, là, on a mis des graphiques sur assez longue période. Ça remonte aux années jusqu'à l'an 2000. Et ces courbes représentent donc les primes de risque. Et alors, il y a pas mal de choses, mais quand cette courbe monte, ça veut dire que le stress des investisseurs augmente. Et en général, le stress des investisseurs augmente quand ils commencent à craindre une récession. Et évidemment, quand on craint une récession, ben, on craint qu'il y a un certain nombre d'émetteurs de dette qui ne remboursent pas. Et la courbe orange, la plus en bas du tableau, c'est le niveau de prime de risque exigé par les investisseurs lors de récessions classiques. Alors, à gauche, vous avez les émetteurs qui sont des gros émetteurs type Air Liquide, Total, donc des émetteurs vraiment très, très sûrs avec un risque de remboursement, je ne vais pas dire quasi certain parce que ça peut arriver qu'il y ait des défauts, mais en tout cas avec un risque très faible. Et à droite, vous avez la prime de risque exigée sur des émetteurs un peu moins gros. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont de mauvaise qualité, mais sur lesquels le risque de non-remboursement est un petit peu plus élevé. Bon, les deux principaux éléments que l'on apprend de ces graphiques-là, c'est que, en octobre 2022, on a atteint un pic de pessimisme sur le risque de récession et sur la crainte à la fois d'inflation, de prix de l'énergie, donc de défaut des entreprises en zone euro. Et du coup, les primes de risque sont montées à des niveaux pratiquement supérieurs à ceux d'un niveau de récession classique. Depuis cette date-là, ces primes de risque ont commencé à refluer avec l'augmentation de la confiance des investisseurs concernant les perspectives économiques. Alors, aujourd'hui, ces primes de risque ne sont pas revenues à un niveau normal. Hein, c'est ce qu'il faut retenir de ces graphiques-là, c'est qu'il y a encore de la marge à la baisse si jamais l'inflation continue de baisser et que les investisseurs se disent finalement, effectivement, le risque de récession est faible et donc je serai remboursé de mes dettes. Et donc, les primes de risque vont baisser et ce sera favorable au marché obligataire. C'est un peu notre scénario. Hein. Donc, il y a eu un pic de stress, ça a provoqué la chute des obligations, mais depuis le mois de septembre, les marchés obligataires se sont bien redressés. Le marché obligataire reste aujourd'hui, malgré tout, très, très intéressant, puisque les rendements offerts par les émetteurs sont élevés. Si vous comparez les rendements en 2021 à 2022, alors les rendements sont en bleu et en 2022 sont en orange, vous voyez que en 2021, on avait du rendement pratiquement nulle part. Hein, c'est-à-dire que sur les émetteurs d'État, on était à 0. Sur des émetteurs comme Total et Air Liquide, on était à 0,5%. Et sur des émetteurs un peu plus de taille moyenne, on était à 2,5%. Bon, aujourd'hui, vous pouvez obtenir du rendement entre 4 et 7% sur des émetteurs privés de bonne qualité. Donc, on a des rendements qui sont extrêmement élevés et qui nous paraissent encore aujourd'hui très intéressants, même s'ils ont un peu baissé depuis le mois de septembre. Et ces rendements, bien qu'ils soient très élevés, ils prennent encore en compte des risques de défaut qui sont plus élevés qu'à la normale. Hein, c'est ce qu'on mettait dans les graphiques de primes de risque qu'on vient de vous montrer, mais qu'on retrouve dans les anticipations de taux de défaut de la part des investisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les anticipations de taux de défaut sont encore élevées par rapport à la normale. C'est-à-dire qu'on est à 27% sur 5 ans, ce qui veut dire que globalement, les investisseurs considèrent qu'il va y avoir 5% des entreprises qui vont faire défaut sur les 5 prochaines années, chaque année. Alors que historiquement, dans un contexte normal de marché, on est plutôt à 2-3%. Donc, le marché est quand même est un petit peu rassuré depuis 3 mois, mais il est quand même encore dans une posture un peu de récession. Et dernier élément, c'est que historiquement, alors là, c'est du statistique, hein, mais c'est vrai qu'on a pris les performances annuelles des obligations d'État à 10 ans. Vous avez l'année 2022, qui est le petit carré rouge, qui vous montre qu'en 2022, le marché a fait entre moins 15 et moins 20%. Et chaque année est représentée sur ce graphique. Et si vous regardez les 3 pires années de ces 100 dernières années sur les obligations d'État américaines, donc le petit carré rouge, c'est en 1994, en 1980 et en 1999. Mais à chaque fois, les années qui ont suivi ces très mauvaises années ont été des années de très forte croissance du marché obligataire.
En 2000, vous avez entre 15 et 20% de rendement. En 95, vous avez entre 20 et 30% de rendement. Et il n'y a que 1981 et 82 qui sont un peu une exception. C'est qu'en 81, il y avait encore quelques risques inflationnistes. Donc en 81, qui suit 1980, on a eu une croissance du marché obligataire qui n'était pas extraordinaire. Et en revanche, en 82, on a eu une année exceptionnelle sur le marché obligataire. Alors, on ne vous met pas ce graphique pour vous dire que c'est sûr que 2023 sera une année exceptionnelle pour les marchés obligataires, mais l'idée, c'est qu'avec une baisse de l'inflation viendra une baisse ou une moindre pression sur les taux d'intérêt, potentiellement un scénario récessionniste qui sera là aussi moins stressant, qui fera que les primes de risque baisseront, et donc on aura à la fois un bon rendement sur la partie obligataire, comme on l'a montré, puisqu'on a déjà entre 4 et 7%, mais en plus, on aura potentiellement des baisses de taux qui feront que cette performance potentielle comprise entre 4 et 7% sera meilleure, car tirée à la hausse par des rendements, par des taux d'intérêt qui baissent. Donc, nous sommes toujours très positifs sur le marché obligataire aujourd'hui, qui nous paraît dans une position historique, c'est un terme que j'aime pas, mais en tout cas une position très très favorable par rapport à ces 20, voire ces 40 dernières années, c'est-à-dire si on remonte aux années 70. Sur le marché action, bon, d'abord, un élément important, c'est qu'on a la perception que les marchés actions sont en très forte hausse depuis le début de l'année. Alors oui, c'est vrai, mais c'est particulièrement vrai pour les marchés européens. Hein, les marchés européens, une fois de plus, depuis le début de l'année, surperforment le reste du monde. Le marché européen est aujourd'hui en hausse d'à peu près de 8%, mais les marchés américains ou asiatiques dépassent à peine les 4% de hausse. Alors hier, ils ont un peu grimpé, donc ils sont un peu plus haut que ça, mais une fois de plus, les marchés mondiaux des actions ne sont pas en hausse dans leur ensemble aussi forte que les marchés européens. Alors, comme on l'a mentionné, le risque, c'est quand même un ralentissement de l'économie, donc potentiellement un ralentissement des prévisions de bénéfices. Sachant que aujourd'hui, les valorisations, qui est quand même malgré tout l'élément sur lequel on revient toujours, parce que c'est la force de rappel des marchés financiers, si on regarde le PER, qui est le principal indicateur, le principal multiple de valorisation des marchés financiers d'actions, c'est le nombre d'années de bénéfices que vous payez quand vous achetez une action. Qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'avec la hausse des marchés actions de ces derniers mois, ces multiples, ils sont quand même un peu remontés. Hein. Donc, les États-Unis, qui sont la courbe orange, sont à peu près à un niveau, à leur niveau moyen de ces dernières années, si on remonte aux années 2013. Hein, on est sur un PER de 17. Donc, il y a un niveau qui est cohérent avec la moyenne, mais qui n'est pas forcément cohérent avec un scénario de récession. Sur l'Europe et sur l'Asie, alors l'Asie est à peu près, elle aussi, au même niveau que historiquement, puisque si on remonte en 2013, puisqu'on est à 13,5, et l'Europe est plutôt sur sa fourchette basse. Donc, on va dire que si on se compare à l'historique, l'Europe reste le marché le moins cher par rapport à la moyenne. Mais avec leur rebond, on est malgré tout plus sur des niveaux qui sont des niveaux extrêmement attrayants, surtout si on considère qu'il y a un risque de révision à la baisse des résultats des entreprises dans les prochains mois. Aujourd'hui, les prévisions de croissance sur les bénéfices sont encore relativement optimistes. Hein. Si vous regardez les prévisions de bénéfices des entreprises sur 2023, et si on regarde le hors énergie, parce que c'est vrai que l'énergie a été un élément, a enregistré une croissance de bénéfices exceptionnelle en 2022 et potentiellement en 2023 avec la hausse des prix de l'énergie. Mais ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que le consensus prévoit encore des hausses de bénéfices en 2023, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et des hausses de bénéfices, ce n'est pas forcément complètement cohérent avec un scénario d'une économie qui fait zéro, voire d'une économie qui est en légère récession. Donc, il y a encore, selon nous, un risque qu'il y ait des révisions à la baisse sur les prévisions de croissance des entreprises. Et ce risque, il se traduira par une pression sur les marchés financiers. Alors, les derniers contacts qu'on a eus avec les entreprises européennes
sont plutôt rassurants, hein, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que la plupart des entreprises risquent de publier des résultats une fois de plus au dernier trimestre pardon, de 2022, qui vont être des résultats solides. Mais malgré tout, avec ce que l'on a dit sur le consommateur, notamment, et la pression qui risque de monter un petit peu sur le consommateur qui a utilisé son épargne, les prochaines semaines, quand même, malgré tout, à notre sens, sont un petit peu à risque sur les prévisions de bénéfices. Donc, entre cet élément-là et des marchés et des multiples de marchés qui sont à leur moyenne historique, ça nous paraît un peu prématuré encore d'être vraiment optimiste ou agressif sur la partie action. Et on a souhaité d'ailleurs vous montrer ce dernier graphique pour vous dire que, pour illustrer le fait qu'il y avait un risque vraiment, à notre sens, de révision à la baisse des prévisions de bénéfices. C'est que historiquement, par exemple, alors, on a pris les États-Unis, mais c'est vrai aussi en Europe, il y a une vraie corrélation entre les indicateurs avancés et les marges bénéficiaires des entreprises, et donc avec les résultats des entreprises. Et aujourd'hui, les indicateurs avancés que vous voyez en bleu clair sont clairement à la baisse, alors que les marges bénéficiaires n'ont pas vraiment baissé. Pourquoi? Parce que les entreprises ont monté leurs prix en prévision de la hausse de leurs charges, mais elles n'ont pas vraiment encore suivi la hausse des charges parce que les hausses de charges, elles les subissent avec 6 à 9 mois de décalage parce qu'en général, elles s'approvisionnent à l'avance. Hein. Donc, il y a un vrai risque de pincement des marges sur les entreprises et de révision à la baisse des résultats. Donc, pas de précipitation à notre sens sur les marchés actions. Ce qui nous donne au final, dans la construction d'un portefeuille, toujours beaucoup d'intérêt sur la patte obligataire et un peu de prudence sur la partie action. Disons que par rapport à ces dernières années, on est quand même dans une situation aujourd'hui qui nous paraît plus confortable, paradoxalement. C'est qu'on peut construire des portefeuilles qui potentiellement vont enregistrer de la performance sur deux pattes, c'est-à-dire sur la patte obligataire comme sur la patte action, parce qu'on pense qu'avec la baisse de l'inflation, même s'il ne faut pas se précipiter sur les actions, on a quand même toutes les chances d'avoir une bonne année sur la partie action. Et on aura des portefeuilles qui seront mieux décorrélés avec à la fois un moteur action et à la fois un moteur obligataire. Merci Damien pour cette présentation à la fois de la macroéconomie et de notre vue de marché, donc avec une classe d'actifs obligataires plutôt attrayante compte tenu de ce qui a été dit, un peu plus de prudence suite au rallye de début d'année, à l'optimisme des marchés sur un scénario favorable. Comme je l'ai dit en introduction, une classe d'actifs qui nous paraît particulièrement attractive dans ce contexte, avec un peu de prudence, notamment sur les marchés actions, ce sont les produits structurés. Et donc je vais passer la parole à Guillaume Garabédian qui va nous faire quelques rappels sur finalement ce qu'on peut appeler à part entière une classe d'actifs. Et donc Guillaume, je te passe la parole. Merci beaucoup Maxime. Donc les produits structurés sont des produits d'épargne qui sont complémentaires des actifs traditionnels comme les actions, les obligations qu'on vient d'évoquer ou l'immobilier. Hein, ça fait partie des grands actifs que les clients intègrent dans leur allocation. Et ces produits, les produits structurés, sont vraiment utiles pour diversifier justement son allocation. Alors, en fonction des besoins des uns et des autres, des attentes, des horizons de placement, on ne peut pas dire qu'il y a une cible de pondération commune pour tous. Certains clients ont un intérêt à intégrer entre 0 et 10% de produits structurés dans leur allocation, alors que d'autres peuvent mettre davantage. Ça, c'est le rôle de nos gérants privés de vous accompagner pour déterminer avec vous quelle est la part adéquate à vos besoins pour ces produits au sein de vos portefeuilles. Alors, de manière plus concrète, slide préliminaire, ce sont des produits qui ont des caractéristiques communes avec les obligations classiques que vous connaissez bien. Tout d'abord, il s'agit de titres de créance. Donc, ils peuvent prendre différentes formes juridiques. Les plus connus, vous entendez parfois ces mots-là, c'est EMTN, qui veut dire Euro Medium Term Note. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de savoir ce que ça veut dire, mais c'est
une nature juridique de titre. On peut utiliser également un autre format juridique comme le certificat. Dans tous ces cas, on est sur des produits qui sont des titres de créance, hein, qui ont généralement un traitement fiscal aligné sur celui des obligations de droit français d'ailleurs. Hein. Donc là aussi, on voit bien ce lien de parenté avec les obligations. Et comme pour les obligations, ils sont émis par un émetteur. Alors en l'occurrence, pour ce qui est des produits structurés, ce sont quasi systématiquement, on peut dire systématiquement, des émetteurs bancaires qui vont créer ces produits. Et donc c'est important lorsqu'on veut souscrire un produit structuré de bien analyser quel est le risque de signature, puisque ça fait partie des risques communs à tous les types de créances, y compris aux produits structurés. Si celui qui me garantit la formule n'était plus là, eh bien ma garantie partirait avec lui. C'est pour ça que chez Mescart, on a un souci tout particulier à l'analyse de la solvabilité et la résilience des émetteurs qu'on retient, et on retient uniquement des banques de premier plan pour minimiser et faire tendre vers zéro ce risque. Mais il est toujours important de regarder ce point avec attention. Autre point, caractéristique commune avec les obligations classiques, c'est que ces produits ont une échéance définie. Alors souvent, on parlera d'une échéance maximale définie, hein, la maturité du produit structuré, parce que, pourquoi je parle d'échéance maximale, c'est parce que beaucoup de produits présentent des possibilités de remboursement anticipé, et on peut obtenir donc la restitution de son capital et la majoration de celui-ci par un gain si les conditions prévues par la formule sont remplies avant la maturité maximale du titre. Mais en tout cas, dans leur définition, ils ont un émetteur comme pour une obligation classique et une échéance. Alors après, ce sont des produits qui vont tout de même diverger des obligations classiques, hein, les risques ne sont pas les mêmes et le potentiel de gain, bien évidemment, n'est pas le même non plus. Alors, en quoi est-ce qu'ils vont diverger? Ils vont diverger parce qu'on va, quand on structure un produit, créer de la conditionnalité à la fois sur le remboursement du nominal investi, mais également sur le paiement des intérêts. Alors, cette conditionnalité, comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple et surtout, c'est très clair et le but du jeu pour un distributeur comme nous qui accompagne ses clients, c'est de faire en sorte que ce soit le plus transparent possible. On va en fait contractualiser une formule qui vous explique précisément au lancement du produit quelles sont les conditions qui permettront d'aboutir au remboursement du nominal investi et quelles sont les conditions qui permettront de générer le gain espéré. Donc cette conditionnalité, elle va être créée par comment dire, la création de conditions sur un sous-jacent. Le sous-jacent, ce sera le moteur de performance du produit structuré, l'actif de référence que l'on va surveiller pour voir si les conditions sont remplies ou non. Donc en fonction des conditions, enfin de nos vues, de nos scénarios de marché, on va retenir un sous-jacent qui nous paraît exploitable et le produit structuré va faire le pari sur l'évolution future de ce sous-jacent. Et si effectivement l'évolution qui était anticipée est réalisée, alors on va pouvoir obtenir le gain et le remboursement de son nominal. Par contre, si les conditions connues dès le départ ne sont pas remplies, alors là, on peut avoir le risque de ne pas toucher les intérêts, voire éventuellement, dans le pire des cas, le risque de subir une perte en capital. C'est cette conditionnalité sur le paiement des intérêts ainsi que sur le remboursement du nominal qui permettent aux produits structurés de délivrer une performance très souvent supérieure à la performance qu'on peut attendre de placements obligataires plus traditionnels de manière cohérente avec le risque qui est associé à ce produit-là. Alors, ce qui est intéressant avec les produits structurés, c'est qu'ils sont entièrement modulables. On va pouvoir créer les conditions qui nous paraissent les plus adaptées, placer comme on veut le curseur en termes de prise de risque et placer comme on veut le curseur également en termes de potentiel de gain. Alors, j'attire votre attention sur un point extrêmement important à nos yeux, qui est souvent mal appréhendé par les investisseurs, c'est justement la question de l'espérance de gain. Parce que je suis en train de vous expliquer que on place le curseur en termes de risque là où on veut et le potentiel de gain là où on veut. Mais si on veut très peu de risque et un très gros potentiel de gain, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est tout à fait possible, mais simplement, la résultante sera une espérance de générer ce gain qui est faible. C'est-à-dire que, on aura peu de chances de réaliser un très gros gain si, on accepte très peu de risques et là, tout devient logique.
Si je me contente d'un gain relativement modeste, je peux l'obtenir assez facilement et ce, sans prendre beaucoup de risques. Donc, il faut toujours se méfier quand on regarde un produit structuré de cette notion d'espérance de gain, essayer de ne pas se laisser leurrer par un potentiel de gain qui pourrait paraître très attractif, éventuellement même une protection en capital qui peut paraître importante. Si au final cette équation ne donne que peu de chances d'obtenir l'issue favorable, eh bien c'est pas forcément un bon produit. Chez nous, on a ce souci depuis toujours. On a lancé cette activité depuis plus de 15 ans. On a un track record qui parle pour nous. J'ai vu certaines questions de clients qui pratiquent la chose depuis longtemps à nos côtés. Et c'est vrai que on a ce souci chevillé au corps de vous proposer des produits qui maximisent réellement, selon nous, le couple risque-rendement et le potentiel de générer une plus-value. Le dernier point que je citerai pour permettre à ceux qui connaissent moins ces produits-là de les appréhender, c'est que quand on dit que les produits sont modulables, on va pouvoir aussi exploiter tout type de scénarios sur différents types de sous-jacents. Les sous-jacents les plus utilisés sont les indices actions ou des paniers d'actions. Qui vont nous servir donc de moteur de performance, surtout quand on a une vue positive sur l'évolution à moyen et long terme des actions. C'est un peu ce que nous expliquait Damien d'ailleurs actuellement. Hein, le produit structuré, c'est des produits patrimoniaux qui visent à se donner une indexation sur une performance de moyen long terme. Hein, et donc, il est effectivement courant de pouvoir faire le pari que les actions vont monter à moyen et long terme, puisque historiquement, c'est à peu près ce qui se passe toujours. Donc, c'est plutôt sain de faire ce type de pari. Donc, on peut utiliser comme sous-jacent des indices actions, mais on pourrait utiliser un petit peu ce qu'on veut dès lors que c'est coté. On pourrait imaginer un produit structuré qui ferait un pari sur l'évolution future des taux ou d'une matière première, peu importe. On a vraiment une liberté dans le choix du sous-jacent. Et on a également une liberté sur les trajectoires qu'on choisit d'exploiter. On peut, de façon très naturelle, exploiter la hausse d'un sous-jacent, mais on peut aussi imaginer une formule qui permettra d'exploiter une stabilité du sous-jacent, voire dans certaines proportions, imaginer une formule qui permettra de bénéficier d'une relative baisse du sous-jacent. Et là, c'est vrai qu'on crée une certaine originalité avec le produit structuré par rapport aux classes d'actifs les plus traditionnelles, c'est qu'on peut exploiter tous les scénarios. Il suffit juste d'avoir prévu ça dans la formule dès le départ. Je vous donnerai tout à l'heure quelques exemples qui me permettront d'illustrer cela. Alors, actuellement, pardonnez-moi, on est face à un contexte assez favorable pour le lancement de produits structurés. Ça a été brillamment exposé par Damien et malheureusement, vous en subissez de toute façon les conséquences au quotidien. Donc, c'est quelque chose que vous percevez. On a une inflation qui a significativement augmenté en zone euro et en France au cours des derniers mois. Et cet environnement inflationniste a poussé les banques centrales à réagir avec des hausses de taux. Or, les produits structurés ont une composante obligataire et cette hausse des taux a permis de diminuer le coût de fabrication des produits structurés. Alors, pour illustrer ça, on vous a mis un petit graphique. Nous faisons un suivi mensuel des prix sur différents types de structures classiques et on note quel niveau de coupon on peut obtenir pour une même structure mois après mois. Et ici, vous voyez l'illustration de comment a évolué le niveau de coupon d'intérêt qu'on peut percevoir sur un produit donné sur un produit classique ayant pour sous-jacent l'Eurostoxx 50 et avec une protection du capital jusqu'à moins 30 à maturité. Et on voit que au cours des derniers mois, on a eu un rebond marqué des niveaux de rendement qu'on peut obtenir pour une prise de risque similaire. On est quasiment revenu au moment où on se parle sur les niveaux d'il y a 2-3 ans. On a connu des pics, notamment au moment de la crise Covid, hein, dès qu'il y a beaucoup de nervosité sur les marchés et des baisses fortes des sous-jacents actions, souvent les conditions de structuration s'améliorent et ça permet d'offrir des coupons plus importants. Mais avoir ce niveau de coupons de façon assez stable dans le temps, ça ne s'était pas vu depuis longtemps et ça permet de lancer des produits vraiment intéressants
y compris des produits défensifs comme on ne pouvait plus en faire depuis longtemps. On a d'ailleurs lancé un produit qui présentait une protection totale du capital à maturité en fin d'année dernière. Aujourd'hui, on propose en ce moment même d'ailleurs un produit beaucoup plus dynamique, ça répond à différents types de besoins et on atteint maintenant des niveaux de coupons potentiels largement supérieurs à ce qu'on a pu faire au cours des trimestres précédents. Donc, dans le contexte actuel, on arrive à obtenir des produits qui proposeront soit plus de gains que par le passé pour une même prise de risque, soit moins de risques pour un même gain. Et puis, quand on fait bien notre travail, on arrive même à combiner un petit peu les deux de façon, encore une fois, à maximiser le couple risque-rendement à la faveur de nos clients qui investissent dans ces produits. Alors, je vais pas faire beaucoup plus long. Je voulais terminer en vous donnant juste quelques exemples. Hein. Je pense que les exemples, ça a des vertus pédagogiques, ça permet de bien comprendre. Donc, on a pris des exemples passés réels. Alors, au cas où vous vous diriez, c'est très facile comme exercice, vous sélectionnez les produits qui vous vont bien. Je préciserai juste qu'au cours de ces, même maintenant on peut dire 16 dernières années, on a lancé plus d'une centaine de produits et plus de 99% de nos produits ont donné une issue favorable, sans perte en capital. Donc voilà, c'est assez monnaie courante d'obtenir des issues favorables, même si les risques existent et qu'il faut toujours avoir en tête que il est possible de générer une perte dans certains scénarios défavorables. En tout cas, ici, on est sur vraiment les derniers produits qui ont été remboursés. Alors, Athena Select, c'était un produit qui avait pour sous-jacent un panier d'actions, un panier équipondéré de 10 actions. Donc, ça signifie que chacune des 10 actions pèse pour 10% de la performance finale du panier. Nos équipes font un travail de recherche qui vont aboutir à la sélection de ces 10 valeurs. Notre but n'est pas de benchmarker l'indice, enfin le panier sur les indices. On va vraiment sélectionner les valeurs qui nous semblent être les plus porteuses, exclure de notre sélection les secteurs qui nous semblent le moins favorables pour maximiser les chances que ce panier se comporte le mieux possible. Donc là, on avait fait un panier de 10 valeurs équipondérées et la formule de remboursement contractuel connue dès le départ était qu'on aurait des possibilités d'obtenir un remboursement automatique anticipé tous les semestres dès la fin du deuxième semestre, donc à partir d'un an, à la simple condition que notre sous-jacent, ce panier, s'inscrive en stabilité ou en hausse par rapport au niveau initial constaté le jour du lancement du produit. Et dans l'hypothèse favorable où cette condition serait remplie, le produit serait donc remboursé sans attendre sa maturité maximale, qui était de 10 ans de mémoire. Il serait donc remboursé avec le paiement d'un coupon avec un effet mémoire de 3,75% par semestre écoulé. Et donc, ça nous amène à un équivalent annuel de 7,50. En cas de non-remboursement automatique anticipé, s'il n'y a aucune des constatations semestrielles, nous n'avions obtenu le remboursement, alors on serait arrivé à la maturité des 10 ans et à l'issue de cette constatation finale, 10 ans après le lancement, 3 scénarios auraient été possibles. Soit le sous-jacent aurait terminé en hausse, donc au-dessus de son niveau de départ, quelle que soit cette hausse, même plus 1%, ça aurait suffi à déclencher cette issue favorable. On aurait alors donc obtenu le remboursement avec l'intégralité des coupons, donc ça aurait fait 75% de gain, hein, 3,75 par semestre multiplié par 20 semestres. Dans l'hypothèse moins favorable où le panier aurait terminé en baisse, mais avec une baisse qui n'excéderait pas les moins 30%, alors le produit aurait été remboursé à 100% de son niveau de départ, donc sans perte en capital. Et dans le scénario défavorable où le sous-jacent aurait terminé en baisse de plus de 30%, alors le produit aurait généré une perte en capital égale à la performance du panier. Si le panier s'était inscrit en baisse de 35%, alors le produit aurait généré dans cette hypothèse une moins-value de 35%. Donc voilà de quoi illustrer la nature des risques que l'on prend pour obtenir le rendement conditionnel que je viens d'évoquer. Alors qu'est-ce qui s'est passé au final sur ce produit? Il a duré 18 mois, on n'a pas obtenu le remboursement dès la première constatation, on a obtenu le remboursement à l'issue de la deuxième constatation qui était donc à la fin du troisième semestre. L'Eurostoxx sur la même période a réalisé une performance de moins 4,96% hors dividende. On abandonne toujours
toujours les dividendes dans la fabrication des produits structurés que nous proposons chez nous, ce qui permet de financer la structure et d'obtenir ces protections en capital. Donc, si on compare notre panier, lui, il a fait plus 1,39% hors dividende également sur la même période, ce qui montre que notre travail d'ingénierie, notre travail de sélection de titres peut porter ses fruits. Ça a souvent été le cas. Les clients qui nous accompagnent depuis longtemps le savent. Et donc, c'est intéressant puisque dans un marché qui a mal performé, hein, moins 5, la référence, l'Eurostoxx 50. Notre sélection fait plus 1,39 et ça aboutit donc enfin, ça permet de réaliser la formule et obtenir l'issue favorable avec donc un produit qui est remboursé à l'issue du 3e semestre, générant donc 3 fois le coupon de 3,75, c'est-à-dire 11,25% de gains pour nos clients qui ont investi sur ce produit, alors que le marché action sur la même période faisait moins 5%. Donc voilà une illustration de l'intérêt des produits structurés. J'ai peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails de cet autre exemple, mais simplement c'était pour montrer qu'on peut faire aussi des produits qui permettent de générer un gain, même face à une baisse. Ici, on voit que c'était un produit qui pouvait générer une baisse, une plus-value, un remboursement avec une plus-value dès le début, malgré un sous-jacent qui aurait pu s'inscrire en baisse de moins 10%. Et même à la constatation finale, on pouvait générer un gain jusqu'à une perte de moins 30% sur le sous-jacent. Donc, ce qu'il faut retenir à mon sens de tout cela, c'est qu'on est sur des produits qui peuvent prendre différentes formes, qui sont vraiment complémentaires des classes d'actifs traditionnelles. Et je vous invite à vous rapprocher de vos gérants privés pour comprendre quels sont ceux qui se réintégreraient bien dans votre patrimoine. C'est vraiment des produits qui font du sens encore plus à l'heure actuelle qu'en temps normal, même si en temps normal, ça a toujours certaines vertus en diversification. Pardon d'avoir été un petit peu long. Merci Guillaume pour l'exploit de présenter ces produits qui ont beaucoup de caractéristiques particulières de façon si claire. Bien entendu, comme tu l'as dit, les équipes de gestion privée sont à votre disposition pour vous présenter nos solutions d'investissement que l'on ne manque pas de proposer régulièrement. Peut-être qu'on peut revenir sur un certain nombre des questions qui ont été posées, et merci, au cours de la présentation. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, et je me tourne un peu vers Damien. C'est la géopolitique. 2022 a vu la guerre en Ukraine exploser au début de l'année avec tous les impacts importants qu'on a pu voir. Qu'est-ce qu'on peut dire de la géopolitique? On a aussi la Chine et Taïwan. Enfin, on a d'autres foyers, je dirais, d'incertitude qui peuvent avoir des impacts. Et peut-être deuxième question directement, puisque ça peut être lié. On a, vous l'avez tous compris, je pense, un scénario relativement prudemment optimiste finalement sur un atterrissage de l'inflation et une récession qui serait plutôt de faible intensité et de courte durée. À l'inverse, le scénario de tension ou de risque, quel serait-il? Et donc, quels sont les indicateurs qu'on suit avec attention? Oui, très bien. Bon, concernant la géopolitique, évidemment, malheureusement, on n'a pas une boule de cristal, mais quelques réflexions. C'est que d'abord, le scénario qu'on vous a présenté, c'est un scénario toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que il n'y a ni de dégradation ni d'amélioration sur le front de la géopolitique. Ensuite, ce qu'on peut dire, ce qu'il est quand même important de souligner en ce qui concerne la crise ukrainienne, c'est que, une fois de plus, alors on l'a un peu dit dans la présentation, mais les pays s'adaptent. C'est-à-dire que même ceux qui étaient très dépendants du gaz ou de l'énergie russe d'une manière générale, ont réussi à soit modifier un peu leur comportement de consommation et parallèlement ont modifié aussi leur source d'approvisionnement. Donc l'Allemagne, par exemple, aujourd'hui, ou l'Europe d'une manière générale, certes, est beaucoup plus dépendante de certains pays comme les pays du Nord, hein, puisque une grosse partie du gaz maintenant vient de la Norvège, et on a trouvé d'autres sources d'approvisionnement, soit en Afrique du Nord, soit aux États-Unis. Mais l'important, c'est que les économies se sont adaptées. Hein. Donc, ça, c'est primordial. Et en ce qui concerne… Donc s'il n'y a pas de dégradation sur la Russie, il n'y a pas de raison que ça n'entraîne de dégradation supplémentaire sur l'économie européenne ou sur l'économie mondiale. En ce qui concerne la Chine, là aussi, évidemment, on a toujours la question de Taïwan. Alors, on avait dit au mois de septembre que notre scénario, c'était que à court terme, il n'y avait pas de
à notre sens, une probabilité pas très élevée qu'il se passe quelque chose entre la Chine et Taïwan parce qu'on pensait que globalement, la Chine attendrait que l'Europe et les États-Unis aient investi notamment en semi-conducteurs pour être moins dépendants des semi-conducteurs, parce que l'idée, c'est que les États-Unis et l'Europe peuvent accepter que Taïwan soit annexé à partir du moment où ça n'a pas de conséquences majeures sur leur approvisionnement en semi-conducteurs. Bon, aujourd'hui, notre idée, elle n'a pas vraiment changé, mais ce qu'on voudrait souligner en plus, c'est que, on ne va pas faire de la philosophie, mais quand même, malgré tout, on sait que les Chinois ont des façons de penser très conformes à leur culture. Et ils répètent quand même souvent que le plus grand stratège est celui qui peut gagner une guerre sans livrer bataille. Donc, notre scénario par rapport à ça, c'est plus qu'un affrontement armé qui aurait quand même qui serait très compliqué, hein, parce que Taïwan, enfin, envahir une île, c'est quand même plus compliqué que de faire une attaque terrestre. Donc, le scénario, ça serait que le jour où la Chine veut récupérer Taïwan, il fasse un blocus économique. Donc, l'avenir, ça pourrait être ça. Ça pourrait être la Chine qui met davantage de pression sur Taïwan, comme on l'a déjà vu ces derniers mois, et qui termine par un blocus économique qui fait qu'au final, Taïwan, j'allais dire, de sa propre volonté, entre guillemets, se livre à la Chine. Et la semaine dernière, il y a eu des élections, d'ailleurs, c'est assez intéressant, il y a eu des élections à Taïwan qui étaient menées par le chef du parti de l'opposition à la présence chinoise, et ce chef de l'opposition a très largement perdu. Hein. Donc, ça a été perçu comme étant un signe finalement que peut-être une partie de la population taïwanaise n'était pas forcément contre une influence chinoise un peu plus importante. Bon. Donc, c'est quelques éléments de réflexion. Maintenant, évidemment, c'est des éléments qu'on surveille, mais une fois de plus, ce qui nous intéresse plus, c'est de voir une fois de plus la capacité des pays à s'adapter à des changements de géopolitique ou à des changements de conditions de leur approvisionnement, quel qu'il soit. Merci Damien. Sur le scénario de tension, finalement, l'opposé de nos vues, qu'est-ce qu'on pourrait en dire en résumé ? Le scénario de tension, c'est évidemment du coup ce qu'on regarde essentiellement, c'est on va dire qu'il y en a deux. Il y a celui qu'on a évoqué qui serait un scénario où finalement les marchés de l'emploi sont tellement solides que les banques centrales sont obligées de monter davantage leur taux que prévu parce que l'inflation ne baisse pas suffisamment. Donc ça sera un scénario où évidemment l'impact serait négatif à la fois sur les marchés actions à cause d'un ralentissement économique supérieur à ce qui est aujourd'hui anticipé, et ça serait négatif également pour les marchés obligataires parce que les banques centrales montant davantage les taux resteraient à des niveaux plus élevés plus longtemps, et donc ça pèserait sur le marché obligataire. Maintenant, sur le marché obligataire, ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que l'année dernière, le choc a été particulièrement violent parce que la hausse des taux s'est faite dans un contexte où les taux d'intérêt partaient de zéro. Donc, ça veut dire que les obligations avaient très peu de pouvoir d'absorption de hausse de taux. Parce que quand une obligation vous rapporte du 5, du 6 ou du 7%, le portage permet beaucoup plus facilement d'absorber des futures hausses de taux que quand le portage est à 2 ou 3%. Donc, ça veut dire que même dans un scénario qui serait un peu adverse sur des politiques de banque centrale, le choc sera moins rude sur le marché obligataire qu'il ne l'a été en 2022. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on trouve que le marché obligataire aujourd'hui est particulièrement intéressant, c'est que dans un scénario adverse, alors que l'année dernière, les performances ont pu paraître assez similaires entre certaines classes obligataires et certaines géographies sur les actions, dans un cas de scénario adverse, à notre avis, les obligations surperformeront les marchés actions. Et dernier élément qui est pas inintéressant, c'est que depuis le mois de septembre, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, les obligations européennes ont vu leur cours monter de 4 à 8%, si on regarde juste les obligations d'entreprise classiques.
en fonction, les obligations investment grade ont monté de 4% et les obligations à haut rendement ont augmenté de 7 à 8%. Parallèlement, les marchés actions, quels qu'ils soient, on parlera du marché européen après, mais les marchés américains et asiatiques et japonais, pour un investisseur euro, c'est-à-dire en euros, ont moins progressé que les marchés obligataires. Après, reste le marché européen qui, lui, pour le coup, a bénéficié d'une envolée lyrique. Mais le marché obligataire ont fait mieux que la plupart des marchés actions depuis le mois de septembre. Merci pour ces éléments, Damien. Peut-être une dernière question leur tournant sur les valeurs technologiques, le Nasdaq. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on peut en anticiper pour les mois qui viennent? Bon, évidemment, s'applique au Nasdaq ce qu'on a dit sur les marchés actions, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu prématuré d'être très agressif. Mais en revanche, ce qui est vrai concernant le Nasdaq, c'est que bon, l'année dernière a été particulièrement mauvaise, hein, puisque à moins 34%, c'est une performance qu'on n'avait pas vue depuis les années 2000. Ça a permis au marché de retrouver des niveaux de valo qui restent un peu élevés, mais qui quand même sont beaucoup plus confortables pour quelqu'un qui souhaiterait commencer à se renforcer sur ce marché. À très court terme, peut-être une petite prudence quand on voit le nombre de licenciements qu'il peut y avoir chez les gros acteurs, hein, parce que vous avez sans doute vu que parmi les mastodontes du Nasdaq, les Microsoft, les Google, les Amazon et consorts, les Salesforce, tout le monde annonce des plans de licenciement correspondant à plus de 10% de leurs effectifs. Si on retire Amazon, les Microsoft et autres, c'est entre 10 et 20% de leurs effectifs qui vont licencier. Donc, potentiellement, ce qui pourrait arriver, c'est que ces entreprises-là publient des résultats assez moyens lors de la prochaine publication de résultats, qui expliquerait pourquoi ils licencient. Maintenant, une fois qu'on a porté ce petit message de prudence à court terme, ça reste un segment industriel avec une forte croissance, où on retrouve les leaders mondiaux d'aujourd'hui et de demain, qui a perdu 34% en 2022, et on n'arrivera jamais à acheter au point bas. Donc, une fois qu'on a mis cette petite note de prudence, très clairement, nous, on considère qu'à partir de maintenant, quand même, malgré tout, on peut commencer à renforcer un petit peu ses positions. On a commencé à le faire dans nos gestions, d'ailleurs, au mois de décembre. Alors, très, très, très doucement, hein, et on l'a fait en plus en se couvrant contre l'exposition dollar. Donc, on l'a fait avec des produits qui sont hedgés contre une éventuelle baisse du dollar. Dollar qui est particulièrement faible en ce moment, hein, puisqu'on est à 1,09 ce matin. Mais voilà, on commence à se renforcer un petit peu sur cette zone-là parce qu'on n'achètera jamais au plus bas et que quand le Nasdaq va partir, il n'attendra pas les investisseurs, il partira en ligne droite, comme ça a été fréquemment le cas au cours de ces 20 dernières années. Donc, on y va doucement parce qu'à court terme, il y a un petit peu de risque, mais on commence à y aller quand même. Très bien, merci messieurs pour vos éclairages. Il est presque 10h10. On retiendra que l'inflation restera au cœur de l'attention des investisseurs et de nos suivis en 2023 et conditionnera probablement l'évolution des marchés. Bien entendu, dans ce contexte, la diversification doit rester une priorité et au-delà des produits structurés, des classes d'actifs non cotés comme l'immobilier ou le capital investissement, le private equity peuvent apporter un complément précieux et nous serons là dans l'année pour vous parler notamment de ces classes d'actifs en complément de ce qui a été dit ce matin. Votre gérant privé est à votre disposition pour vous accompagner dans vos réflexions d'investissement pour aborder cette année de la meilleure façon. Nous lui transmettons les questions qui ont été posées auxquelles nous n'aurions pas pu répondre dans cette présentation pour qu'il trouve réponse directement auprès de vous. Il me reste à vous remercier d'avoir participé de façon aussi nombreux à cette présentation. Vous recevrez par email un lien qui vous permettra de revoir ou de partager cette réunion. Je vous dis à très bientôt et merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.